avec notre invité ce soir, on va faire un tour au Bénin pour se poser la question sur les législatives. Est-ce que ce sont des élections uniques ou bien iniques, dira-t-on? En tout cas, le Bénin, pays réputé pour être un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest et même dans toute l'Afrique, a voté ce dimanche pour élire des députés lors d'un scrutin historique où l'opposition n'a pas été autorisée à se présenter. Élection marquée par une abstention massive et une coupure totale d'Internet, ce qui rappelle des années pré-démocratiques, marquant ainsi un tournant autoritaire du président Patrice Talon. La radio nationale a appelé en vain les 5 millions d'électeurs béninois à accomplir leur devoir de citoyen, à se rendre aux urnes pour élire leurs 83 députés. Mais l'opposition, qui était privée de candidats, a de son côté appelé au boycott. On en parle ce soir avec Franck Kepomé, le directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile. Franck Kepomé, bonsoir. Bonsoir. Le Bénin a voté hier. Est-ce que finalement on a cru voter au Bénin? Oui, vous savez, d'une façon générale en Afrique, les élections se passent ainsi. Le Bénin vient de montrer que la démocratie a reculé. Oui. Et c'est un antécédent majeur pour beaucoup de pays africains qui vont organiser dans les mois et les années à venir d'autres types d'élections. Alors, dans le cas du Bénin, est-ce que, dans tous les cas, c'est une première, donc c'est unique, mais en même temps unique selon certains? Effectivement, nous, au niveau de la CNC, puisque vous savez que c'est notre domaine de l'observation électorale, donc nous avons suivi avec attention ce qui s'est passé au Bénin, surtout depuis la mise en place du cadre légal. Donc les différentes dispositions qui ont exclu les partis politiques, surtout le certificat de conformité à un mois des élections, pour exclure l'opposition. Vous comprenez que c'est une élection unique en son genre au Bénin qu'on n'en a jamais connue après la conférence nationale souveraine. Donc pour nous, au niveau de la CNC, nous interpellons toujours les acteurs politiques. Parce que si une élection n'est pas bien organisée, ça laisse présager beaucoup de choses pour le pays. Donc on ne sait pas ce que demain réserve pour le Bénin. Alors, ce que le Bénin a vécu hier, ses premières élections législatives sans l'opposition, finalement, les gens disent que l'opposition n'avait qu'à s'en prendre à elle-même parce que le cadre légal est là, il suffisait juste de s'y conformer. Alors, vous qui avez suivi de près cette situation, est-ce que vous avez pensé que ce cadre légal était exclusif? Le cadre légal est là. Maintenant, comment ce cadre légal a été mis en place? Ça aussi, c'est un élément majeur. Quand on veut faire une observation électorale et se prononcer, il faut analyser l'avant, comment le cadre légal a été mis en place. Est-ce que ce cadre permet que l'élection soit vraiment démocratique? Mais si nous passons de ce cadre légal, quel est le certificat de conformité qui n'existe nulle part dans aucune loi au Bénin? Et on sait que ce certificat de conformité, quand vous déposez et que l'autorité qui doit vous délivrer ce certificat peut ne pas vous le délivrer, vous comprenez que ce sont des dispositions qui sont déjà prises pour exclure certaines classes politiques du jeu électoral. Oui. Alors finalement, c'est le ministère qui, de votre lecture, a refusé de délivrer ce certificat, c'est ça? Effectivement, c'est le ministère. Pourquoi ce certificat a été délivré à certains acteurs politiques et non à d'autres? À un mois des élections, vous savez qu'il y aura ce certificat. Pourquoi ne pas faire une communication autour et de prendre les gens au dépourvu pour dire que si vous n'avez pas ce certificat, vous n'irez pas aux élections? D'aucuns disent que c'est pour assainir la classe politique béninoise. Est-ce que exclure, c'est assainir? Là aussi, c'est au ministère de pouvoir expliquer le pourquoi cette décision a été prise. Alors maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Parce que beaucoup disent, et l'avis général, c'est aussi que l'abstention a battu tous les records dans l'histoire électorale de ce pays. Effectivement, sur 3 037 700, 5 millions plutôt, 037 785 électeurs. Donc quand vous suivez les journaux, d'aucuns disent c'est 4% de taux de participation. Mais en tout cas, c'est devant moi ici, il est dit que dans la région d'Alada, la participation moyenne des bureaux visités dépassait difficilement les 20%. Les 20%, effectivement, parce que moi-même, j'ai suivi un décompte quelque part, on a mis 65 votants. Mais c'est une honte pour le Bénin. Donc, je pense que les différents acteurs partis politiques vont tirer le son de cet événement
et savoir comment organiser les prochaines élections. Et ce midi, je suivais un reportage sur une chaîne internationale. On disait dans un bureau de vote, sur 440 inscrits, il y avait 20 votants. Vous voyez, 440 inscrits, 20 votants. Ce qui ne fait même pas le 5%. Oui. Vous voyez? Mais le hic, c'est que... Oui. Or, ce qui est mal, on ne tient pas compte du taux de participation. C'est ce que j'avais dit en démocratie, surtout pour ces consultations, le taux de participation ne compte pas. C'est le nombre de votants qu'on compte, et c'est ça qui permet d'être élu. Donc, vous pouvez être illégitime, mais légal. C'est ce qui va se passer. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Donc, la configuration du Parlement béninois ne va pas refléter l'opinion populaire. Donc, vous comprendrez que peut-être du moment où le parti au pouvoir a envie de faire passer un certain nombre de textes et de lois, et sachant que si c'est une minorité bloquante ou majorité bloquante au niveau du Parlement, ne va pas lui permettre d'opérer ces réformes. Donc, c'est cette stratégie qui va lui permettre d'avancer facilement dans ces réformes. Et vous allez comprendre que tous les tests que le Bénin va prendre d'ici demain ne seront pas des tests qui reflètent de la vision du peuple béninois. Mais cette forte abstention, est-ce que c'était un message que les populations envoyaient au pouvoir? C'est un signal fort. Moi, je dirais, si je suis à la place du président Talon, j'allais réorganiser une autre élection législative. Parce que c'est un signal fort étant donné que ce boycott par rapport à ce taux de participation, et si l'opposition béninoise s'organise très bien et présente un seul candidat devant Talon, vous comprendrez que Talon va être réduit à néant. Peut-être qu'il aura 3 ou 4% d'électorat. Donc, vous comprenez que c'est un signal fort et que c'est pourquoi je l'ai dit, et les acteurs politiques d'opposition comme de partis politiques doivent pouvoir tirer leçon de ce signal fort que les Béninois ont envoyé à la classe politique. Alors maintenant, les élections ont été faites, mais on a vu pendant toute la période préélectorale l'attitude du président Patrice Talon. Beaucoup l'ont invité à l'ouverture, mais apparemment il n'a pas cédé d'un seul pouce. Il s'est refusé à prendre même des ordonnances pour décaler la date du scrutin pour que l'opposition participe. Est-ce que vous pensez que Talon a pris un virage autoritaire? Mais vous savez, moi je le dis toujours, j'ai plus peur des démocrates qui se mettent dans la peau des démocrates et qui arrivent au pouvoir devient plus totalitaire que les dictateurs qui existent. L'exemple du Sénégal est là. Il a pris des dispositions pour éliminer ceux qui peuvent être des candidats de taille. Et c'est la même chose que Talon a fait. Mais Talon qui criait être le vrai démocrate qui va sauver le Bénin et qui va renforcer la démocratie béninoise a fait reculer la démocratie béninoise. Donc c'est un peu triste et regrettable. Est-ce que véritablement la démocratie béninoise a reculé? Parce que rien n'est encore dit. C'est vrai que Talon a remporté son pari d'avoir une assemblée monocolore, mais rien ne dit que demain, les lois qu'il va envoyer, les tests qu'il va envoyer, les gens ne vont pas se soulever contre ces tests-là. Oui, vous savez, un principe de la démocratie, c'est que les élections puissent être inclusives et permettre à tous les acteurs de compétir. Malheureusement, quand ceci n'est pas, c'est-à-dire que c'est un obstacle, un frein à la démocratie. Et le Bénin n'a jamais connu ça. Depuis comment on appelle ça? Démocratique. Voilà, le processus démocratique, la conférence nationale souveraine, jusqu'à ce jour, les élections ont été toujours inclusives. Et même le taux de participation, on n'en a jamais vu au Bénin. C'est pourquoi moi je dis il y a un recul. Maintenant, le signal fort que Talon doit faire, c'est de pouvoir respecter à ses engagements. En arrivant au pouvoir, il a dit qu'il va faire seulement un seul mandat. Est-ce que ce n'est pas dans une dynamique de faire des réformes pour se dire encore, comme on a l'habitude de le dire en Afrique, que c'est vérifié, que la loi n'est pas rétroactive et que je dois recommencer? Est-ce qu'il n'est pas dans cette dynamique pour jouer ce jeu-là? Donc c'est toute une question, comme vous l'avez dit, on attend. C'est pourquoi j'ai dit, on ne sait pas ce que demain présage pour les Béninois. Donc c'est l'histoire ou bien l'avenir qui va nous dire ce que Bénin
qu'adviendra au Bénin. Mais ailleurs, beaucoup disent également qu'il fallait, dans le Bénin d'aujourd'hui, faire des réformes et que c'est vrai que les Béninois, je ne sais pas, c'est Macron qui disait que les Français sont des Gaulois réfractaires au changement. Je ne sais pas à quoi comparer les Béninois, mais on dirait que c'est un peuple réfractaire aux réformes. Non, le Béninois n'est pas réfractaire aux réformes. Comment les réformes vont être opérées? Est-ce que les réformes vont dans l'intérêt du peuple ou bien d'un individu? Est-ce qu'il y a eu assez de communication autour des réformes? Est-ce qu'il y a un consensus autour des réformes? Oui. Mais si il y a eu assez de communication, les gens se retrouvent et aperçoivent l'intérêt de ces réformes, je suis fort convaincu que les gens vont accompagner ces réformes-là. Donc, quand ce sont des réformes unilatérales, vous comprendrez que ça, c'est un peu frustrant et que les gens vont toujours s'opposer à cela. Alors, pour vous, en tant qu'organisation de la société civile, c'est quand même une première fois également au Bénin où on avait des élections où Internet était coupé. Quelle réaction? Oui, vous savez, c'est un signal sort à la société civile, pas seulement béninoise, mais de l'espace ouest africain. Donc la société civile doit s'attendre toujours à cela et doit commencer par réfléchir pour des stratégies ou des plans stratégiques B quand il y aura de ces coupures. Parce que la société civile n'observe pas contre un parti politique, mais c'est pour apprécier le processus, faire des propositions pour que les prochaines organisations électorales soient améliorées. Mais si déjà on ne veut pas que la société civile observe et on constitue un obstacle en coupant, c'est un peu triste pour le Bénin. Donc c'est ce qu'on vient de constater, ce n'est pas du tout sérieux de la part de l'autorité béninoise. Est-ce que vous ne craignez pas que demain ou après-demain, quand la Sénat va donner les taux de participation, on puisse entendre qu'il y a eu 60% de participation, 70% de participation? Ça ne me tenera pas. Parce que nous sommes en Afrique. Et que, comme on le dit, ce sont des mascarades d'élections. Après tout, on sait que le taux de participation est déjà formaté quelque part et que c'est ce taux-là qu'on va communiquer. Mais si vous pouvez écrire, vous pouvez faire du n'importe quoi. Mais du moment où c'est l'organe de gestion des élections qui proclame un résultat et que la Cour constitutionnelle valide, vous comprenez que ça s'impose à nous tous. Dans le cas du Bénin, j'ai envie de demander qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que ce pays a toujours dit nous sommes les pionniers de la démocratie en Afrique de l'Ouest et même sur le continent. Nous sommes un exemple de démocratie, nous connaissons l'alternance, nos élections sont pacifiques. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce pays se retrouve à la croisée des chemins et sa démocratie est en situation et n'arrive pas à résister. Effectivement. L'erreur pour les Béninois, c'est de ne pas mettre en tête que la démocratie n'est pas une fin en soi. C'est une conquête de tous les jours. Et que X années d'avancée peuvent être mises en cause par un individu. Et c'est ce que les Béninois viennent de vivre. Donc, l'orgueil en ces Béninois que nous sommes un exemple de la démocratie, ils viennent de comprendre qu'au-delà de cet exemple-là, notre démocratie a été mise en cause et par conséquent, ils doivent changer de réflexion et de stratégie pour pérenniser le petit acquis qu'ils ont pour se prévaloir démocratie exemplaire en Afrique occidentale. Est-ce que le pays va encore pouvoir se relever de ça? Je dirais oui, si les acteurs veulent, et non, s'il n'y a pas cette volonté des acteurs politiques de s'asseoir, de discuter, de trouver une solution qui peut facilement sauver cette démocratie béninoise. Mais vous avez aussi des acteurs politiques qui sont très vieillissants. Les Nicéphore Soglo ont déjà dépassé la 80aine. Adrien Hongbeji, c'est le vieux loup de la politique qui sont aussi en manque de stratégie aujourd'hui. Effectivement, c'est le mal aussi pour nos partis politiques. On crie alternance au pouvoir, mais au sein des partis politiques, quand on est membre fondateur, c'est à la mort qu'on peut vous changer. Alors que la démocratie interne renforce la démocratie externe. Et si au sein de nos partis politiques, on n'est pas capable de défendre l'alternance et de jouer le rôle de l'alternance et de savoir à une période donnée que la stratégie
que j'ai mis en place pendant un long moment ne peut plus marcher et qu'il faut une nouvelle génération pour conduire la stratégie politique, on va toujours vivre ça. Moi, je me dis, qu'est-ce que M. Faure-Soglo a encore à vendre aux Béninois et qu'il ne peut pas céder sa place à un jeune qui va faire front à Talon. Talon, c'est un jeune. Donc, vous comprenez que les réflexions ne seront pas les mêmes. Les visions ne seront pas les mêmes. Et par conséquent, les acteurs politiques doivent faire une lecture environnementale. Quand vous constatez que l'acteur qui est en face est jeune, faites un effort pour faire de réformes à votre sein et mettre un jeune capable de défendre les idéaux des jeunes à la tête pour compétir le jeune qui est au pouvoir. C'est peut-être ce qu'il a tenté de faire avec son fils, Léadi Soglo, mais qui a été rapidement écarté. Oui, effectivement, le Bénin aussi, c'est un pays corrompu. Donc, on sait tout ce qui a entouré la gestion de la mairie de Cotonou. Donc, vous comprenez que les Béninois ne se retrouvent pas en son fils. Donc, la chose élémentaire, c'est qu'il puisse s'éclipser. Alors maintenant, après ces législatives, les 83 députés vont prendre les rênes du pays. Alors, ce sera quand même finalement une page qui va être tournée et puis peut-être dans 2 semaines, dans 2 mois, on va oublier ça. Et ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Et aujourd'hui, il y a les réclamations, il y a des revendications, peut-être des marches. Mais d'ici demain, les marcheurs vont s'émousser et par conséquent, bon, ils vont laisser place. Ils vont se dire, bon, d'accord, le vin est tiré, il faut le boire. Et on est là pour la prochaine élection pour voir comment se battre et renverser ce système. Mais il y a quand même peut-être une proximité de calendrier entre 2019 et 2021 pour la présidentielle. Est-ce que Talon doit craindre? Effectivement. C'est que le résultat doit interpeller Talon. Et il doit changer de stratégie. Si Talon veut surprendre le peuple béninois, que ses promesses électorales se tiennent et qu'il respecte ses engagements. En respectant ces engagements, vous comprendrez que le peuple dira, au fait, ce qu'il a fait peut-être c'est pour assainir la classe politique. Et il a donné l'exemple en se retirant pour dire, être au pouvoir, c'est défendre des idéaux. Être au pouvoir, c'est promouvoir le développement de son pays. Et par conséquent, du moment où vous avez fait une promesse, qu'il faut respecter votre promesse, vous vous retirez pour permettre à d'autres aussi de pouvoir travailler. Mais on connaît aussi les promesses des politiques. Effectivement. Personne ne croit aux politiciens. Non, le peuple béninois a été dupe, c'est ça? Oui, je dirais que le peuple béninois a été dupe. Et si le peuple béninois fait une analyse, doit savoir qu'il faut avoir peur de Talon. Talon qui a travaillé sous un président qui aussi n'est pas aussi démocrate que ça. C'est pas la force des choses qu'il a dû céder. Vous comprendrez que c'est un petit dictateur qui est né, qui a vécu dans la maison, qui maîtrise les rouages de la maison, les stratégies pour convaincre les acteurs politiques, connaissant bien les Béninois, sachant que les Béninois font de la transhumance politique. Et par conséquent, je peux facilement les avoir et à un moment donné, je frappe dur. C'est cette stratégie que Talon a utilisée pour avoir les partis politiques béninois. Vous avez évoqué le sujet de la transhumance politique. On assiste beaucoup à ça parce que Talon a eu la législature actuelle dans sa poche alors qu'elle était en place avant que lui n'ait été élu. Effectivement, effectivement. Ça veut dire que la politique béninoise, c'est une politique de corruption, de pouvoir d'argent? Oui, bon, le Bénin, on sait par rapport à la corruption au Bénin, donc du moment où... Comme moi, j'ai l'habitude de dire que aucun politicien, quel que soit son discours, ne pense pas premièrement aux intérêts de la population. C'est quand ses propres intérêts sont en phase avec l'intérêt de la population que les gens pensent que cet acteur politique défend notre cause. Donc, en venant, chaque acteur béninois sait le pourquoi il est là. S'enrichir. Si ce n'est pas ça, il n'y aura pas de cette transhumance. Beaucoup ont travaillé avec Talon. Et maintenant, là où ils en sont, ils regrettent. Effectivement, donc c'est ça. Finalement, où est cette démocratie béninoise qu'on va entendre si c'est
le pouvoir de l'argent simplement? C'est parce qu'on change la tête, le sommet de l'État, qu'on parle de démocratie? Non, ce n'est pas parce qu'on change la tête. Comme on l'a dit, un principe, c'est l'alternance. Et puisque les institutions sont là avec des règles, il faut le respect des institutions. Étant donné que les institutions restent, ceux qui incarnent les institutions vont passer. Mais quand vous arrivez que vous voulez modifier le jeu en votre faveur, c'est en ce moment que la démocratie souffre. Donc l'alternance est une chose. Ça permet la multiplicité des idées, la confrontation des idées des uns des autres et de promouvoir le développement. Sinon, on risque d'être dans une monotonie donnée. Quand vous êtes au pouvoir 5 ans, 10 ans, vous avez fait une promesse, vous n'arrivez pas pendant 10 ans à réaliser cette promesse, souffrez que vous n'allez jamais réaliser cette promesse jusqu'à la fin de votre mandat. Et par conséquent, l'alternance est une très bonne chose pour permettre à chacun d'aller à l'exercice de la politique et de pouvoir faire valoir son programme de développement qu'il a en créant son parti politique. Mais dans le cas du Bénin, on a quand même l'impression comme si, simplement parce qu'ils ont l'alternance, on dit qu'ils sont démocratiques. Oui, non, ce n'est pas parce que simplement ils ont l'alternance, mais c'est que le jeu électoral se passe. C'est ouvert. Est ouvert, il y a la transparence. Donc, un certain nombre de principes électoraux sont respectés. Ce qui fait que les gens pensent que le Bénin est une démocratie avancée. Oui. Mais je l'ai dit, ce n'est pas une fin en soi. C'est une quête quotidienne. Donc, les Béninois se sont enfermés dans ce luxe que nous sommes un idéal et que cet idéal-là, c'est un acquis et qu'on ne peut jamais remettre en cause cet acquis. Oui. Donc, c'est ce qui leur est arrivé. Ils sont même surpris par la force stratégique de Talon et voilà ce qui s'est arrivé. Est-ce que vous n'avez pas quand même peur quand vous regardez un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout, comme si ils ont tendance à se copier dans les méthodes? Oui, vous savez, et même par rapport à la démocratie, on a toujours fait de copies pensant que la conférence nationale souveraine, c'est la panacée que chacun doit passer par cette conférence nationale souveraine pour que la démocratie puisse prendre corps dans nos pays. Et quand vous constatez qu'il y a toilettage des tests dans un pays donné, d'autres pays copient. Et la force où les pays français sont champions à la matière. Donc, c'est quelque chose qui vient d'arriver. Attendons que les autres pays ne puissent pas aller dans cette mauvaise école pour faire reculer la démocratie, non seulement au Bénin, mais en Afrique occidentale. Oui. Et vous qui observez les processus électoraux dans plusieurs pays, est-ce que vous craignez pour la démocratie en général et les élections en particulier? Est-ce que vous pensez qu'il y a un recul ou quand même, malgré, par exemple, le signal que vient de donner le Bénin, ça s'améliore? Vous savez, il y a cela des années que je ne peux pas me mettre ici pour parler de ce thème-là. Oui. Ça veut dire qu'il y a toujours des avancées. Quelles que soient certaines remises en cause, il y a certaines avancées qu'on peut considérer comme des acquis. Oui. Mais c'est à améliorer. Donc moi, j'ai une foi énorme que la démocratie ne peut pas complètement reculer. Mais il y aura des tentatives. Mais avec le temps, chacun va se retrouver et va travailler pour cette démocratie que nous avons amorcée depuis les années 92. Franck Epomé, merci d'être passé. À moi plutôt de vous remercier. Directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile. On va observer la pause, on revient après le journal pour Regard croisé.